Calais. Professeur et directeur du département de géosciences de l'École normale supérieure de Paris, Éric Calais est un géologue, on dirait même un géophysicien, pionnier de l'utilisation des satellites artificiels pour mesurer les déformations sismiques de la croûte terrestre. Il avait annoncé en 2008 le séisme qui s'est produit ensuite, 2 ans plus tard, en 2010 à Haïti. Il s'est alors impliqué pendant 2 ans dans des questions humanitaires et à la relocalisation des populations affectées. Océans, continents, chaînes de montagnes, volcans, la géodiversité de notre planète est étonnante. Une planète qui peut sembler statique, peu changeante, mais pas pour le géologue, qui extrait des roches leur histoire et sait donc que le visage de la Terre est constamment modifié. La tectonique des plaques, manifestation en surface des mouvements qui agitent la Terre interne, fournit un cadre logique à la formation des océans et des chaînes de montagnes, ou encore à l'occurrence des séismes et des volcans. Mais la Terre se déforme aussi sous le poids des glaces, des eaux océaniques et des eaux continentales qui varient avec l'évolution des températures globales. Les changements de forme de la Terre sont donc aussi des indicateurs de son état de santé climatique. Ces changements de forme sont minimes, quelques millimètres à quelques centimètres par an, mais sont directement mesurables sur quelques années grâce à la géodésie spatiale, littéralement la mesure de la forme de la Terre depuis l'espace. L'Académie des sciences a joué un rôle important dans la détermination de ce que l'on appelait alors la figure de la Terre, titre de l'ouvrage de 1749 du géodésien Bouguer, au retour d'une expédition au Pérou avec la Condamine. La mesure la longueur d'un degré de méridien proche de l'équateur, comparée à celle réalisée en Laponie par Clairaut et Maupertuis quelques années plus tôt, permet alors de démontrer que la Terre est un ellipsoïde de révolution aplati au pôle, d'en calculer la taille et au passage de participer à la définition du mètre plus tard. La géodésie moderne était donc née, mais ces méthodes restèrent longtemps insuffisamment précises pour mesurer, par exemple, les mouvements des plaques tectoniques. La course à l'espace lors de la guerre froide mettra un terme à ces limitations en stimulant le développement de technologies spatiales nécessaires à l'envoi de satellites artificiels dans l'espace. L'un de ces systèmes spatiaux actuels, le GPS, merci Christophe, permet le positionnement précis pour tous et tout le temps. Il a en quelque sorte démocratisé la géodésie spatiale. On connaît son impact dans la vie courante, qui n'a pas un GPS dans son téléphone mobile intelligent, mais on sait moins qu'il a permis des découvertes scientifiques récentes de premier plan. J'étais jeune chercheur à la Scripps Institution of Oceanography en Californie au début des années 90, quand nous mettions au point les méthodes qui permettaient d'en extraire des positions de précision centimétrique. Cela nous mettait en capacité, par exemple, de mesurer directement comment les plaques tectoniques se déforment à leurs frontières. Aujourd'hui, nous mesurons ces positions avec une précision millimétrique, en temps quasi réel, sur des milliers de stations réparties à la surface de la Terre. Et le défi actuel est d'identifier, on en a entendu parler plus tôt, dans ces données massives, des signaux géologiques pertinents. Face à cela, les techniques dites de l'intelligence artificielle nous permettent de faire de nouveaux pas en avant. Le GPS, complété par d'autres systèmes équivalents comme le Galileo européen, fait maintenant partie des outils classiques du géologue ou du géophysicien. Il permet de mesurer directement, par exemple, l'accumulation d'énergie sismique le long des failles en préparation au séisme à venir. Cette information nous avait effectivement permis de montrer dès 2008 que la faille responsable du séisme dévastateur d'Haïti en 2010 était capable de générer un séisme de magnitude 7.2, ce qui s'est passé effectivement. Mais la géodésie spatiale montre aussi que le cycle de vie des failles, et ça c'est nouveau, contient des épisodes pendant lesquels elles glissent lentement, silencieusement, sans causer de séisme. Nous l'avons par exemple observé dans le Rift Est-Africain en août 2007, où une faille glissa d'1 mètre pendant une semaine sans séisme majeur associé. Cette diversité de comportements, ces observations ouvrent la voie vers la compréhension des propriétés mécaniques des systèmes de failles, du rôle des fluides dans le déclenchement des séismes, et peut-être un jour vers la prévision des séismes. Alors il reste une catégorie de séismes très spéciale qui échappe encore totalement à notre compréhension, ou en grande partie ceux des continents stables, loin des frontières entre les plaques tectoniques. Ils posent des problèmes particulièrement spécifiques pour le dimensionnement et la maintenance d'ouvrages sensibles, nucléaires par exemple, dans des zones réputées géologiquement stables, comme une grande partie de la France métropolitaine.
Nous avons montré dans ces cas-là que les failles sismiques, contrairement à leurs alter ego en frontière de plaques, n'y accumulent pas d'énergie élastique. Elles libèrent donc une énergie fossile accumulée dans la croûte terrestre au cours des temps géologiques. La géodésie spatiale, qui vous l'aurez compris, est mon outil géologique favori, m'a amené en Haïti en janvier 2010, quelques jours après le séisme dont j'en parlais auparavant, pour y déterminer par mesure GPS la faille géologique responsable. Cette mission fut en fait surtout pour moi l'occasion de mettre en évidence une autre faille, celle qui sépare les scientifiques, les sismologues en l'occurrence, ou les géologues, et les décideurs. Comme conseiller scientifique pour le pays, mon travail pendant 2 ans a consisté beaucoup à expliquer de la sismologie simple, de manière à tenter d'insérer le maximum d'éléments scientifiques dans des prises de décision de l'époque. Aujourd'hui, de retour dans la sphère académique, je continue de soutenir ce pays pour qu'il se construise une masse critique de géoscientifiques, une élite géoscientifique capable de gérer en autonomie les questions du risque naturel sur son territoire. Il y a donc un peu plus de 50 ans, les premiers satellites étaient lancés, la tectonique des plaques devenait la théorie globale des sciences de la Terre. Je suis finalement un enfant de ces avancées majeures et je remercie ceux qui, au cours de ce bref demi-siècle, m'ont poussé vers les sciences, ceux qui me les ont enseignées, ceux qui m'ont guidé, ainsi que les étudiants à qui je peux transmettre et les collaborateurs scientifiques avec qui je peux partager. Tous enrichissent mes réflexions. Je vous remercie.